très Bien. bien. Ben, écoutez, donc c'est un grand plaisir que de vous présenter cette mission. À vrai dire, je vais surtout vous parler quand même de la sismologie. J'ai pas trop rajouté de choses sur l'atmosphère et le champ magnétique. J'en dirai quelques mots, mais je vais surtout parler des résultats scientifiques de l'expérience de sismologie. Non pas uniquement parce que c'est l'expérience dont j'étais responsable, mais aussi parce que c'est l'expérience principale de la mission. Cette mission était vraiment dédiée à faire de la sismologie sur Mars. Et enfin, ce que je souhaite vraiment préciser, c'est que je suis le porte-parole d'une équipe, hein, d'une équipe instrumentale scientifique, hein. Et vous avez là quelques photos qui ont été prises pendant tout ce projet. C'est un projet qui... Hop, pourquoi j'ai eu ça. Philippe, ton microphone est fermé, est éteint. Le microphone, juste en bas, là, tu sais, le premier petit icône est fermé. Juste clique dessus pour le réouvrir. Ok, Voilà. c'est bon. Et là, vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien, très très bien. Voilà, donc c'est un projet en fait qui a commencé il y a très longtemps, en ce qui me concerne. Quand j'ai passé ma thèse, après ma thèse, comme beaucoup de chercheurs, j'ai fait un postdoc, hein. J'ai fait ce postdoc en 1904 de 89 à 91. Et à l'époque, il y avait un projet qui commençait à l'IPG, dont l'objectif était de faire de la sismologie sur Mars, dans le cadre d'une mission martienne soviétique, qui finalement a été lancée en novembre 1996. Malheureusement, lors du lancement, la fusée a eu des problèmes et donc à 13, on avait aussi commencé à réfléchir à faire mieux de la sismologie que dans le cadre de notre mission Mars 96. Et on avait ainsi déployé sur un terrain en Californie des sismomètres avec des protections contre le vent. Et donc vous voyez cette grande cloche, en fait, elle surplombait un sismomètre qui était sous la cloche. Et donc moi, je suis, comment dire, ici, il y a mon épouse et puis un autre collègue aussi qui a continué à travailler sur le projet Tom Pike. Donc lui et nous, on était donc déjà là en 93 et finalement aujourd'hui en 2023. Donc vous voyez, c'est 30 ans après. Donc on a tous les deux un peu vieilli. Alors la mission Mars 96 a échoué et ensuite avec Bruce Bannert, qui est mon alter ego américain que vous avez ici, en fait, on s'est dit, ben, ça serait quand même bien de convaincre nos agences spatiales respectives de refaire une mission vers Mars. Alors, on a donc tenté plusieurs fois de les convaincre. Une première fois, on avait été relativement bien sélectionné et donc on a eu un projet qui s'appelait Netlander, dont l'objectif était de faire un petit réseau de 4 stations sur Mars, hein, euh, qui, qui a été sélectionné pour une phase A et puis ensuite sélectionné pour une phase B. Et malheureusement, il n'a pas été confirmé pour une phase C. Donc ça nous a quand même occupé entre 1998 et 2003. Et puis on a continué à persévérer avec finalement une proposition qu'on a faite en 2010. C'était dans le cadre du programme Discovery de la NASA. C'est un programme de la NASA qui propose à un collectif de laboratoires et puis d'industriels de faire une mission dans le système solaire.
en échange avec un budget de 450 millions de dollars pour la partie américaine, plus un lanceur qui coûte à peu près 150. Donc le budget américain est à peu près de 600 millions de dollars en gros. Et donc à l'époque, Bruce avait fait cette proposition. Nous, au niveau de la communauté française, on avait continué à travailler sur un sismomètre, donc on avait un capteur qui était prêt. Et donc on présente tout ça, je dirais, à la NASA en 2010 et on est sélectionné pour le premier round de compétition. Donc on était en compétition avec une trentaine de projets et la NASA en a sélectionné finalement 3, dont notre projet. Entre 2010 et 2011, on fait ce qu'on appelle une phase A. C'est une phase A compétitive, hein, donc en compétition avec 2 autres projets. À la fin de la phase A, on a présenté notre copie, hein. C'était une copie qui faisait 900 pages. Et là, vous avez une photo, je veux dire, de toute l'équipe du projet avec Bruce Bannert qui est là. Moi, je suis là. C'est une des rares fois où j'ai une cravate. Et peut-être la seule fois où vous me verrez avec une cravate sur les photos. Et donc on avait Fabienne Casoli, hein, qui est maintenant directrice de l'Observatoire de Paris, mais qui à l'époque était responsable, comment dire, des projets scientifiques du CNES. Hein. Francis Foucard, que certains connaissent d'autres, bien. Et puis ici vous avez Tom Pike, hein, qui est donc le même que le barbu ici, là. Vous voyez, donc on s'est tous les deux assagis, hein, lui et moi, et puis donc voilà, moi j'étais là et lui était là. Donc ça c'était 2010, 20 ans après cette photo. Et donc au mois d'août 2011, bien la NASA nous a sélectionnés pour voler. Au début on devait voler en 2016. On a eu des problèmes lors de la réalisation de l'instrument et finalement la mission a été lancée en 2018. Et donc, cette mission, elle a été faite au début par toute une équipe technique que vous avez rassemblée ici. Donc, ça a été fait au Jet Laboratory, pendant toute la durée de la mission, un clone de notre atterrisseur que vous voyez ici, sur lequel on faisait la répétition de toutes les opérations du bras robotique. Hein. Et puis, donc, on a livré les modèles de vol. Et ici, vous avez l'atterrisseur hein, qui est aujourd'hui sur Mars avec notre sismomètre qui est aujourd'hui sur Mars. Et puis, plusieurs membres de l'équipe, dont moi ici, et puis des collègues suisses et des collègues de Toulouse. Et ça, c'était donc quelques mois avant le lancement. Et puis ensuite, d'autres photos. Une photo du lancement ici, une photo des essais comment dire, à Toulouse et de toute l'équipe. Donc, le point important, c'est que je suis un peu ici le représentant de toute cette équipe. Hein. C'est un travail collectif avec plusieurs centaines de personnes, voire presque un millier de personnes qui travaillent pendant 10 ans sur le même projet. Alors cette mission, voilà, donc cette mission Discovery avait comme objectif d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, excusez-moi, et, euh, et donc d'y faire de la géophysique avec les instruments classiques de la géophysique. Donc ces instruments, c'était d'abord un sismomètre, hein, donc l'expérience 16, dont j'étais le responsable scientifique, réalisé par un consortium avec la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne, où la France faisait le capteur longue période, l'intégration complète de l'instrument, l'Allemagne faisait le système de nivellement, les États-Unis faisaient la protection thermique et éolienne, le câble, la Suisse faisait l'électronique embarquée, puis le Royaume-Uni faisait un autre capteur courte période. On avait donc aussi tout un ensemble de stations météorologiques hein, avec un capteur de pression très sensible, des capteurs de vent fournis par l'Espagne, un magnétomètre américain, une expérience de flux de chaleur qui malheureusement n'a pas bien fonctionné, dont l'objectif était euh, d'aller à, comment dire, à 5 mètres de profondeur, déployer plusieurs capteurs de température et de mesurer ainsi le gradient de température et avec des réchauffeurs de mesurer la conduction thermique du régolithe et d'en déduire le flux de chaleur.
Et évidemment, on avait des yeux, c'est-à-dire des caméras, et un bras, donc un bras robotique. Et enfin, une expérience de géodésie qui mesurait avec précision la position de la station afin de reconstituer sa rotation. Voilà, donc c'était un ensemble très complet qui s'est posé donc fin novembre 2029. Et je ne sais pas pourquoi le truc s'efforce de me faire passer. Donc c'était le premier observatoire géophysique déployé sur Mars, hein, avec des instruments qui sont assez comparables aux stations géophysiques sur Terre. Donc ça a fonctionné depuis le début décembre 2018, où on a commencé à tout déployer, donc il y a un peu plus de 4 ans. Voilà. Donc, même aujourd'hui, voilà, c'est quelques disent, c'est il y a 5 ans, hein, de ça. En fait, ça a fonctionné 4 ans. Donc, nos objectifs vis-à-vis de la NASA, c'était en gros de remplir ce tableau. Un tableau où vous avez finalement la carte d'identité de la planète, hein, quelle est l'épaisseur de la croûte, est-ce qu'il y a de la stratification dans la croûte, quelles sont les vitesses sismiques dans le manteau, est-ce qu'il y a des discontinuités dans le manteau, est-ce que le noyau est liquide ou solide, quel est son rayon, quel est le flux de chaleur, quelle est la masse du noyau, est-ce qu'il y a de l'activité sismique, où se trouvent les séismes et quel est le flux de météores. Et donc, ces objectifs de la mission, en fait, on avait ces idées avant le début de la mission. Donc, typiquement, une épaisseur de croûte de 65 km, assez peu connue, hein, plus ou moins 35 km. Pour le rayon du noyau, vous voyez quelque chose entre 1400 et 2000 km de rayon. Et puis pour le noyau aussi, quelque chose qui était soit assez léger, 5,4, ou plutôt lourd, 7,4. Même chose pour le flux de chaleur, vous voyez que 30 plus ou moins 25, ça fait quand même des très très grandes barres d'erreur. Donc en fait, toutes ces données-là étaient très peu connues. Évidemment, ça rendait toute tentative, hein, pour comparer l'évolution de Mars, son évolution thermique, sa formation, avec la Terre, très compliquée. Alors on arrive sur Mars, et puis donc les 3 premiers mois, en fait, les 2 premiers mois, disons, depuis début décembre jusqu'à début février, l'objectif, c'était de déployer le capteur. Donc, quand on est arrivé, le capteur, notre sismomètre se trouvait sur le pont que vous avez ici. Donc, on avait ce bras robotique, et donc l'idée, c'est qu'il fallait aller prendre le sismomètre, le mettre par terre. Ensuite, à prendre le bras, à prendre la protection thermique, la remettre par terre sur le sismomètre, et puis ensuite mettre la mesure de flux de chaleur aussi par terre. Donc, c'est des choses qui semblent assez simples, mais en fait, qu'il a fallu tester tout le temps. Alors, si je reviens à cette photo, vous avez ici typiquement un de ces tests, hein, qu'on a fait avant de faire cette activité sur Mars, c'est-à-dire que on programmait l'atterrisseur qui était sur Terre, hein, dans le Jet Propulsion Laboratory, pour faire toute la séquence de déploiement, toute la séquence qu'on lui commandait de faire. Et donc toutes ces commandes-là, une fois qu'elles étaient testées, qu'on avait vérifié que tout marchait bien, eh bien, on les exécutait sur Mars. Et ce tas de sable que vous avez ici, où vous voyez des cailloux, eh bien, en fait, on l'a modelé à peu près pour qu'il ait exactement la même forme que le tas de sable sur lequel on s'était posé sur Mars. Donc, il y avait toute une collection de cailloux, et puis on les a mis à droite et à gauche pour qu'on soit dans des configurations relativement proches de ce qu'on a. Donc, vous voyez, sur cette photo, on n'a pas beaucoup de cailloux, c'est pour ça que tout à l'heure, vous n'en aviez pas beaucoup. Alors, je reviens. Donc, on commence par déployer le capteur. Ici, vous avez le jour en haut, d'accord? Donc, on déploie le capteur. Ensuite, on va tirer un petit peu le câble. Ensuite, on va mettre le bouclier. Et, comment dire, une fois que tout ça est fait, on met à côté le capteur de flux de chaleur. Et donc, voilà toute la séquence d'installation. Donc, ça va très vite sur cette image, mais en fait, hein, vous voyez en haut, ça nous a pris 90 jours. Donc, presque 3 mois pour faire toutes ces séquences-là. Et à partir de ce moment-là, on pouvait fonctionner. Et donc, on a commencé à fonctionner à partir du début du mois de février 2019 jusqu'au mois de décembre 2022.
Alors la sismologie, c'est quoi? La sismologie, le principe, c'est de détecter les vibrations du sol. Et les vibrations du sol, on les détecte avec un sismomètre, c'est-à-dire une masse qui est suspendue à un ressort. Et quand le sol bouge par inertie, donc la masse va se mettre à bouger aussi. Alors, le point critique, évidemment, est que quand on a des petits séismes, quand on a des gros séismes, on les sent, et donc le corps humain est suffisamment sensible pour ressentir ces vibrations. Mais quand les séismes sont tout petits, en fait, évidemment, bah, ça bouge, comment dire, beaucoup moins. Et pour vous donner des ordres de grandeur, on doit donc du coup avoir des instruments qui sont très sensibles et la sensibilité en fait de notre capteur pour des signaux entre 10 secondes et 1 seconde, donc entre 0,1 Hz et 1 Hz, était de l'ordre à peu près de 2 fois 10 moins 10 mètres par seconde carré. Je vous rappelle que G, c'est à peu près 9,81, donc vous voyez, ça vous donne 2 fois 10 moins 11 G. Donc on est vraiment à des niveaux d'accélération qui sont très très faibles. Typiquement, c'est de l'ordre de grandeur de l'accélération d'un kilo, je veux dire, à 50 centimètres en fait, du capteur en termes d'attraction gravitationnelle. Donc c'est vraiment des niveaux d'accélération qui sont très très faibles. Donc pour ça, évidemment, on a un instrument qui est relativement lourd, hein, même si la masse en fait hein, du capteur que vous avez ici n'est pas si grosse que ça. Cette partie-là du capteur, c'est 6,5 kg, mais la masse complète hein, de l'instrument, en fait, c'est presque 30 kg, parce que vous avez vous avez le câble hein, qui va lui aussi peser 5 kg, la boîte pour dévider le câble, et puis l'électronique qui se trouve à l'intérieur. Donc tout ça, à la fin, ça faisait à peu près une trentaine de kilos. La puissance relativement faible, hein, donc moins de 10 watts, un dixième d'une lampe à incandescence de 100 watts, donc un instrument qui est relativement basse consommation. Le grand défi, c'est qu'évidemment, ces signaux-là sont associés à des déplacements très faibles. Typiquement, les déplacements en fait, de la masse d'épreuve hein, qu'on peut mesurer sont des déplacements qui sont inférieurs à 1 angstrom. Hein. À haute fréquence, on a des sensibilités qui sont de l'ordre de 3 picomètres. Hein donc c'est-à-dire 3 fois 10 moins 12 mètres. Hein. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que ben, il ne faut pas qu'on voit d'autres types de déformations, en particulier des déformations associées à de la déformation thermique. Et le gros problème sur Mars, c'est que ben, la température varie beaucoup entre le jour et la nuit. Donc vous avez ici en noir pour le jour 740 après l'atterrissage sur Mars, une courbe de température entre minuit, donc le début de ce sol, et puis minuit à la fin de la journée du jour courant, donc au début du sol 741. Et donc vous voyez ici ben, typiquement la variation de température qu'on a dans l'atmosphère martienne. Hein, donc cette courbe-là, c'est la variation de l'atmosphère, de la température pour un capteur qui se trouve à cet endroit-là, en fait, à cet endroit-là, au niveau de ces deux capteurs. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez que la nuit, il fait assez froid, hein, entre moins 80, ça chute jusqu'à moins 90 au tout petit matin, et puis le jour se lève, on va avoir un réchauffement assez rapide hein, de l'atmosphère, et à partir d'un certain moment, ce qui se passe, c'est que l'atmosphère commence à devenir tellement chaude, et surtout le sol commence à devenir tellement chaud qu'on a de la turbulence qui se met en place. Et donc ces grandes variations de température, c'est la variation de température qui est associée à la turbulence de l'atmosphère. Et puis le jour se couche par ici et on a du coup un rapide, comment dire, refroidissement de l'atmosphère. Et après, ça recommence un petit peu à bouger parce qu'en fait, on a du vent plutôt d'origine thermique. Voilà, donc le grand défi, c'est mesurer des tout petits déplacements sur un objet qui va avoir une centaine de degrés de variation de température. Donc ça veut dire qu'il a fallu qu'on protège thermiquement notre capteur et qu'on le protège thermiquement avec plusieurs couches d'isolant. Donc le capteur se trouvait dans une enceinte sous vide et cette enceinte sous vide, déjà, donc, qui fonctionne comme un déboire, était
avait une protection thermique assez efficace. Cette enceinte sous vide était entourée de cette structure en doré qui est en fait du MLI, c'est-à-dire une sorte de couverture de survie qui est comment dire, pliée en pas mal de morceaux pour avoir une bonne protection. Et puis enfin, tout ça, c'était recouvert par ce bouclier éolien avec une jupe ici, dans lequel on avait aussi, comment dire, de la cotte de maille pour que la jupe tombe vraiment au niveau du sol et qu'il n'y ait pas d'interstice, hein, entre la jupe et le sol par lequel de l'air puisse couler facilement. Donc tout ce que je viens de dire, ben, vous le retrouvez ici. Donc au centre, on a les capteurs. Donc on a 3 capteurs très large bande pour lesquels on a à chaque fois un ressort que vous voyez ici, et puis une masse mobile qui se trouve ici en fait. Et ce capteur est entouré d'abord mis dans une enceinte sous vide que vous avez ici, et ensuite avec ces 3 protections, enceinte sous vide, première protection thermique et puis bouclier éolien que vous avez là. Et donc on va fermer tout ça et voilà, c'était notre instrument de mesure. Alors, donc du coup, à partir de ce moment-là, le sismomètre s'est mis à fonctionner euh, d'une manière quasi continue pendant 1440 jours martiens jusqu'en décembre 2022. Et, euh, et donc, on a commencé à avoir ben, des données qui arrivaient régulièrement sur Terre. Alors, ces données, elles sont résumées dans cette figure que je vais un peu vous expliquer. Donc, c'est une figure qui vous donne en gros l'intensité du signal. Le début de la mission se trouve en haut, c'est le sol 80, donc 80e jour après l'atterrissage sur Mars. La fin de la mission se trouve en bas, hein, comme je disais tout à l'heure, donc à 1439, hein, donc là c'est coté à 1440. Ici vous avez l'heure locale, donc 1 heure du matin, vous avez le lever du soleil qui est cette courbe-là, et ça, c'est le coucher du soleil qui est cette courbe-là. Ici, vous avez les saisons. Donc, une année martienne, c'est à peu près un peu moins de 2 ans terrestres. Donc, du coup, on est resté 4 années, c'est-à-dire on a vu 2 cycles de saison. Donc, ici, vous avez le printemps de l'hémisphère nord, l'été de l'hémisphère nord, l'automne de l'hémisphère nord, et puis l'hiver de l'hémisphère nord. Et puis, ça recommence encore une fois. C'était notre 2e saison. Voilà. Enfin, vous avez donc la couleur et la couleur en fait de cette figure. Donc ici, on ne voit pas le détail des lignes, mais en fait, cette figure est faite en mettant côte à côte toutes les lignes. Chaque ligne va vous donner l'intensité du signal pendant une journée à une certaine fréquence, plutôt longue période, autour de quelques secondes de période, avec un code couleur qui, quand vous avez moins 200, ça correspond à 10 moins 10 mètres seconde carré par racine de Hertz d'accélération, donc vraiment une accélération très très faible. Quand c'est jaune, ça veut dire que ça bouge beaucoup. C'est des accélérations qui sont 10 000 fois plus importantes, 10 moins 7 mètres seconde carré par racine de Hertz. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'une part sur Mars, on a un temps calme essentiellement l'été et au printemps de chaque année. Et puis par contre, en automne et en hiver, ça bouge tout le temps. En gros, pour faire simple, ça veut dire qu'il fait mauvais, en gros, tout simplement. Et ce temps calme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, le sol est très très stable. Par contre, durant la journée, en fait, vous voyez qu'après le lever du soleil, on commence à avoir de plus en plus de bruit sismique, c'est-à-dire que le sol se met à bouger de plus en plus. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, le soleil va chauffer le sol. Ce chauffage va conduire à de la turbulence de l'atmosphère, comme ceci, et la turbulence de l'atmosphère va déformer un petit peu le sol. Et ça atteint son paroxysme vers midi, et puis ensuite, le sol se refroidit. Et en se refroidissant, eh bien, finalement, on a de nouveau un temps calme pour la première partie de la nuit.
La deuxième partie de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que on va avoir une atmosphère sur les hauteurs qui se refroidit très vite, et comme l'atmosphère est froide, cette atmosphère va tomber, autrement dit, va générer du vent. Et donc la nuit, on avait du vent thermique en fait qui se mettait à souffler à partir de minuit, et ce qui explique en fait que les matins sont un peu bruités, hein, c'est-à-dire encore une fois, c'est toutes les fluctuations de pression qui sont associées à ce vent. Voilà. Donc, même si on avait mis un bouclier éolien, on restait très 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 sensible au vent. Non pas parce que le vent pousse directement sur l'instrument, mais parce que tout simplement le vent a tendance à déformer la totalité du sol autour de l'instrument, et donc va entraîner avec lui, et ce qui va se passer, le sol va entraîner avec lui l'instrument, c'est-à-dire on mesure vraiment le déplacement du sol, mais ce déplacement du sol est généré par les coups de vent. Donc ça nous a permis de commencer notre mission en regardant cette interaction de l'atmosphère avec le sol. Alors cette interaction, elle se fait par plusieurs façons. Elle peut se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des dust devils ou des pressure drops. Les dust devils, c'est des petits tourbillons en fait de poussière. Sur Terre, on les rencontre dans des déserts, mais on peut aussi les rencontrer par exemple après les moissons. Quand vous avez des moissons en été, en fait, on voit assez souvent des tourbillons dans les champs qui ont été moissonnés. Pourquoi? Parce que le sol, hein, n'étant plus couvert par de la végétation, va se chauffer rapidement. Puis en plus, comme il y a toutes les poussières qui résultent de la moisson, eh bien vous avez des bons traceurs en fait pour voir les tourbillons. Donc ces tourbillons, on en a enregistré plus de 10 000 depuis qu'on s'est posé sur Mars. Autrement dit, on en a plusieurs dizaines par jour. Et on a aussi donc cette turbulence. Alors, ces tourbillons, vous avez ici une illustration des signaux qui ont été générés. Donc, quand le tourbillon va passer auprès de la station, c'est une dépression, donc une petite chute de pression. Vous avez ici la pression qui va tomber. Et puis, donc vous voyez que ça tombe assez rapidement, hein. Ici, vous avez le temps. Donc, on a cette chute de pression et la remontée de pression vers l'état initial qui ne va pas durer beaucoup plus que 40 secondes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sol est en gros aspiré, hein, par l'atmosphère parce qu'on a une chute de pression. L'amplitude de la chute de pression est assez forte, hein. On parle de quelques, autrement dit, ça représente un poids qui est assez conséquent quand la surface est quelques centaines de mètres carrés. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que cette action de la surface par la chute de pression va déformer la dite surface, et donc va générer tout à la fois un signal vertical et un signal horizontal en fait qui est associé. Alors comme on a la force et comme on a la réponse, le rapport de la force sur la réponse, hein, ça va être en gros le coefficient d'élasticité du sol, et ça nous permet ainsi de déterminer la structure élastique du sol dans les 50 premiers mètres. Donc on utilise pour ça en fait ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse et la pression, entre la conséquence et ce qui génère le déplacement. Et cette valeur de compliance, on l'a en fonction de la fréquence. Ensuite, on inverse ça en fréquence. Et ça nous a permis de montrer que, par exemple, sur les 5 premiers mètres du sol, on a 1 mètre de faiblement consolidé, très peu rigide, qui surplombe un sol beaucoup plus rigide d'un facteur 30, avant d'être, et enfin qu'à plus grande profondeur, on a une sorte d'augmentation progressive de la rigidité du sol qui est liée en fait tout simplement à la compression du sol par la gravité. Mais évidemment, on n'était pas sur Mars pour faire ça. On était d'abord sur Mars, hein, avec notre sismomètre pour détecter des séismes. Alors, le séisme qu'on a détecté, on l'a détecté en avril, donc 2019. Très rapidement, on a détecté d'autres séismes à plus basse fréquence, excusez-moi, en mai, juin.
Et puis par la suite, on a commencé à en détecter régulièrement, à peu près tout au long de la mission. Donc ici, vous avez le premier séisme haute fréquence qui a été détecté, donc avec la P qui est ici, la S qui est ici. On a eu beaucoup de chance. Ce séisme a été détecté après un coup de vent que vous avez là et avant l'utilisation du bras robotique de la mission que vous avez là. Donc on a eu vraiment pas mal de chance à quelques dizaines de secondes, du moins à quelques centaines de secondes près, eh bien, on aurait pu très bien le rater s'il avait eu lieu, par exemple, lorsque le bras robotique fonctionnait. Donc là, cette fois-ci, vous avez donc les signaux qui vous sont montrés dans le temps. Ici, vous avez les signaux qui sont filtrés. Là, vous avez les signaux qui sont bruts. Et puis ici, vous avez le champ magnétique. Et puis là, vous aviez la pression et la vitesse du vent. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que au moment du séisme, on n'a pas de choses qui se passent sur le capteur de pression, on n'a pas de choses qui se passent au niveau du vent, on n'a pas de choses qui se passent au niveau du champ magnétique. Donc, du coup, ça corrobore ben, l'idée que c'est un séisme. Et donc, ça, c'était notre premier séisme qui a été annoncé par la NASA, en fait, quelques semaines après. Après, on a pas mal attendu et puis à un moment, ben, comme d'habitude, on a eu le plus gros séisme détecté, cette fois-ci, donc le 1222e jour après le début de la mission. Et donc cette fois-ci, vous avez de nouveau ce séisme qui est représenté ici. Donc vous voyez qu'on parle de cette fois-ci de quelque chose d'énorme. Donc la P, elle est là, la S, elle est là. Et on voit pas le bruit de la station tellement le séisme est important. On n'était pas très très loin de saturer notre instrument. Et enfin, ben, à un certain moment, la mission a commencé à avoir des problèmes de puissance qui étaient liés au fait que les panneaux solaires se recouvraient de poussière. Et donc, à partir de 1240, c'est-à-dire en gros l'été 2022, il a fallu qu'on commence à réduire, comment dire, notre temps de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'ici, les données en fait sont interrompues. Et donc, à un certain moment, ben, on n'avait plus de puissance et donc l'atterrisseur est tombé en panne. Et donc, vous avez ici ben, le séisme détecté. Hein, vous voyez que c'est un séisme qui est beaucoup plus petit, en fait, qui se trouve là. Et donc, quand on fait un zoom, ben là, vous allez avoir la P, vous allez avoir la S, et encore une fois, cette fois-ci, c'est un séisme beaucoup plus petit. Alors, donc, cette fin de mission, pourquoi a-t-elle eu lieu? Donc, on avait une mission qui fonctionnait avec des panneaux solaires, hein, et donc, à la fin de la mission, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de la poussière s'est déposée en permanence sur nos panneaux solaires, à tel point que ben, l'atterrisseur ressemblait à ça fin décembre 2022. Et à partir d'un certain moment, il n'y a plus assez de puissance pour fournir toute l'énergie nécessaire à l'atterrisseur qui s'est mis en mode sommeil. Et aujourd'hui, il est encore donc en mode sommeil, mais il risque de rester en mode sommeil que quelqu'un aille sur Mars pour appuyer sur le bouton reset. Donc on avait, vous voyez, moins de 15 watts pour faire marcher l'ensemble de l'atterrisseur et donc c'était tout simplement plus suffisant et on a perdu le contact de l'atterrisseur donc en décembre de l'année dernière. Voilà. Mais entre-temps, ben, pendant ces 4 années de fonctionnement, on a eu énormément de séismes. On a détecté plus de 1300 événements et que je vais un petit peu vous expliquer maintenant. Néanmoins, il n'y a qu'une vingtaine de ces événements qui ont, comment dire, un azimut, c'est-à-dire une direction de propagation qui est tout à fait claire. Les autres, hein, en fait, on n'a pas assez d'amplitude pour pouvoir dire certainement d'où vient le séisme. On voit le temps d'arrivée de la S, et on n'a pas, comment dire, de marqueur très fort sur la direction de vibration des particules dans le sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle la polarisation. Alors ici, vous avez donc un résumé en fait des séismes détectés. Donc à chaque fois que vous voyez un petit signe, que ça soit
donc un triangle ou un carré. C'est un des événements sismiques qu'on a détectés. Donc le premier dont je parlais tout à l'heure, en fait, il se trouve ici. Et la couleur, en fait, vous donne la qualité. Donc en gros, les meilleurs événements pour lesquels on a la direction de propagation, c'est les événements qui sont en vert. Ceux qui sont en orange, c'est les moyens. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ne sont pas très bons. Et puis ceux qui sont en gris, c'est les événements en fait qu'on a répertoriés, mais sur lesquels on peut se poser des questions ou qui sont pas utilisables parce que on n'a pas plus que le temps d'arrivée de la S. Alors, ici, vous avez toujours ces événements en fonction de leur amplitude. Donc, ce qui est important, c'est que ici, vous avez donc le déplacement du sol qui est comment dire, filtré entre 2,2 et 2,6 Hz. Là, vous avez en fait toujours le déplacement du sol entre 1,5 secondes et 6 secondes. Et puis là, vous avez en fait la pression. Donc ici, on a du déplacement et du déplacement. Donc moins 200, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 angstrom. Donc le moins 200 correspond à 1 angstrom de déplacement que vous avez ici donc à longue période et que vous avez en fait à courte période. Et vous voyez qu'à courte période, en bas du tableau, on est à moins 220, c'est-à-dire 10 moins 11 mètres par 11 mètres de déplacement du sol. Donc vraiment des déplacements qui sont très très petits. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous voyez que l'essentiel des séismes, en fait, font moins de 1 angstrom de déplacement du sol, comment dire, à haute fréquence. Alors, des séismes qui sont tout petits en termes de magnitude. Et donc ça, c'était un des points forts en fait de la mission quand même qu'on ait pu détecter ces événements-là. Alors, quand on a la P, quand on a la S, quand on a l'amplitude du séisme, on peut utiliser des modèles et ces modèles vont nous donner la distance entre nous et le séisme, tout simplement en faisant la différence entre le temps de propagation de la P et le temps de propagation de la S. Donc cette différence, en fait, fait intervenir la distance et puis la différence des lenteurs, c'est-à-dire l'inverse des vitesses. Et l'amplitude aussi, même chose, si on utilise des lois mathématiques, on pourra avoir une idée de l'amplitude du séisme. Donc tout ça, c'est rassemblé sur cette figure-là, où vous avez ici la distance, et puis là, vous avez la magnitude. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le plus gros séisme se trouve à magnitude 4,7. C'est le seul séisme de magnitude supérieure à 4,5 qui a été détecté pendant la mission. On a détecté 4 autres événements avec des magnitudes 4 et 2 de ces 4 événements correspondent à des impacts pour lesquels on a retrouvé un très grand cratère d'impact qui faisait 150 mètres. Donc ça veut dire qu'a priori les autres ne sont pas considérés comme des séismes, ne sont pas considérés comme des impacts, mais sont plutôt des séismes. Donc du coup, on a un impact ici, 1094V, un impact là, l'événement 1000A. Les deux autres ici sont, comment dire, des séismes. Celui-ci est un séisme très haute fréquence, alors que celui-là est un séisme plutôt basse fréquence. Et enfin, la grande majorité des événements, donc la quasi-totalité des événements, ont des magnitudes inférieures à 3,5. Et vous voyez qu'on a ce cluster d'événements, en fait, qui se trouve à 25 degrés de longitude vers l'est et qui correspond, comme on va le voir, à des événements qui ont eu lieu dans Cerberus-Fossé. Alors, le point important, c'est que ces données-là nous permettent de faire bien des choses. Alors évidemment, ça nous permet de faire des analyses sur la structure de Mars, mais ça nous permet de faire aussi de la sismologie comparée. L'idée étant qu'on va comparer des ondes sismiques qui se propagent sur Mars, comme ici dans la croûte, à des ondes sismiques qui se propagent sur la Lune, qui ont été obtenues lors du programme Apollo, ou à l'inverse, des ondes sismiques qui se propagent sur Mars, cette fois-ci dans le manteau, avec des séismes qui se sont propagés sur Terre.
Et donc, vous voyez que cet exemple vous montre que les trois planètes ont des réponses en termes d'ondes de volume qui sont très très différentes les unes des autres. Dernière chose, on peut comparer aussi cette activité de Mars avec l'activité de la Terre. C'est ce que vous avez, c'est ce qui est présenté ici. Et cette comparaison finalement montre que on s'était trompé finalement presque d'un facteur 10 pour l'activité sismique. Alors vous allez me dire un facteur 10 quand on ne connaît pas grand-chose, c'est pas si mal que ça, mais là c'était un peu embêtant parce qu'un facteur 10 sur l'activité sismique en magnitude, ça peut correspondre à un facteur 30 en amplitude. Et donc ça explique aussi pourquoi, en fait, vous voyez, tous nos événements sont vers le bas. Parce qu'au début de la mission, on pensait qu'on allait finalement trouver pas mal d'événements au-dessus, on en a trouvé que 3. Et donc ça montre que quand on fournit un instrument qui est un peu plus précis que nécessaire, ça permet aussi d'avoir une approche scientifique qui est beaucoup plus robuste. La première grande surprise qu'on a eue quand on a regardé d'où venaient nos séismes, c'est de s'apercevoir qu'à peu près la moitié des séismes qu'on a détectés venait d'une zone qu'on appelle les fossés de Cerbère, hein, Cerberus Fossé en anglais. C'est une zone où il y avait eu du volcanisme il y a moins d'1 million d'années. Et comment dire, ce volcanisme, on ne savait pas très bien, je veux dire, s'il était encore contemporain. D'ailleurs, on sait pas vraiment non plus si c'est le cas. Mais par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette région était associée à une activité sismique assez importante. Autrement dit, c'est un petit peu comme si, étant à Clermont-Ferrand, on avait tous les jours des séismes de magnitude, on va dire 3 à 3,5. Alors pas tous les jours, on en a eu une bonne cinquantaine. Donc en gros, toutes les semaines, on avait le droit à un petit séisme qui vient de Cerberus Fossé. Donc une région sismiquement active, une région où il y a eu du volcanisme il y a moins d'1 million d'années, une région où on pense aujourd'hui une région sous laquelle on pense aujourd'hui qu'il y a un panache convectif dans le manteau. Et donc c'était la première fois qu'on trouvait dans une planète tellurique de la tectonique de points chauds qui s'exprime d'une manière dynamique avec de la sismicité. Et ce qui peut sous-entendre que peut-être un jour, il va y avoir un de ces volcans de Cerberus Fossé qui va se réveiller. Ce n'est pas le cas, mais disons qu'il y a de la sismicité aujourd'hui qui est sans commune mesure plus forte que la sismicité, par exemple, de Clermont-Ferrand dans le Massif central. Alors, une fois qu'on a tout ça, on peut aligner nos données et donc obtenir ce qu'on appelle des odochrones qui vont nous donner le temps de propagation de l'onde P et de l'onde S, et surtout qui vont nous donner la différence de temps de propagation de la P et de la S. Donc c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire ça c'est tout un ensemble d'amplitudes, de signaux sismiques qui sont représentés. Donc ici vous avez les signaux bruts qui sont représentés. Là vous avez les signaux filtrés dans la bande de 0,1 Hz, c'est-à-dire 10 secondes, 1 Hz, 1 seconde. Et là les signaux haute fréquence, hein, cette fois-ci, qui sont uniquement déglitchés, c'est-à-dire sur lesquels on enlève juste un petit peu des gros craquements thermiques hein, qui avaient lieu régulièrement quand le capteur se refroidissait. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez ici une augmentation en fait hein, du temps de propagation, autrement dit que ces stations sont plus lointaines que ces stations-là, avec ici un changement en fait hein, comment dire, euh, de pente hein, qui est a priori lié en fait à la structure profonde du manteau. Donc ces données nous ont permis de faire de l'imagerie de la croûte, du manteau et du noyau. Donc le principe physique est qu'on parte du haut et donc on va essayer d'imager ce qui se passe en haut, c'est-à-dire la croûte. Alors on a une seule station, la station mesure la P et la S. Et pour la croûte, ce qu'il nous faut quelque chose d'autre hein, pour déterminer la vitesse de la croûte. Et ce quelque chose d'autre, c'est en fait ce qu'on appelle la fonction récepteur.
Alors, je m'explique, c'est-à-dire que quand vous avez une onde P qui va monter, elle arrive comme ça, cette onde va se convertir en S et va générer donc un signal qui n'est pas le même que celui de la P. Donc ici, vous avez la P en rouge et puis vous avez la S en verte. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on peut déconvoluer la P et la S, donc du coup n'avoir qu'une seule trace. Et une fois, c'est-à-dire en gros, on prend cette trace verte et puis on va la déconvoluer en fait. On prend cette trace rouge et puis on la déconvolue par excuse-moi, on prend la tache bleue et on la déconvolue par la trace rouge. Et donc cette trace déconvoluée, on essaie de l'interpréter avec des modèles numériques pour reconstituer ça. Et quand on a fait ça, on s'est aperçu que ici vous avez ces modèles, donc pour le cas A, ici vous l'avez là, et pour le cas E, vous l'avez ici, et donc on s'aperçoit qu'on a ça. Et typiquement, ça veut dire que c'est un modèle en fait où la croûte se trouve vers 40 km qui est privilégié à l'heure actuelle. Alors, lorsqu'on a eu le séisme 1222, c'était un séisme de beaucoup plus forte magnitude, magnitude 4,7, et on a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Donc pour la première fois, on a pu détecter des ondes de surface. Donc les ondes de surface, ce sont des ondes qui se propagent à la surface de la planète. Et vous devez avoir, et on doit avoir, comme les ondes acoustiques, deux types d'ondes, des ondes de compression qu'on appelle des ondes de Rayleigh et des ondes, comment dire, de cisaillement qu'on appelle les ondes de Love. Les ondes de compression, en fait, c'est en gros le sol qui tourne un petit peu comme dans une vague, hein, dans un sens rétrograde, alors que les ondes de Rayleigh ne sont pas rétrogrades, mais je veux dire, c'est un sol qui va osciller perpendiculairement à la direction de propagation. Alors, ce gros séisme, vous avez ici la P, vous avez ici la S, et potentiel, les dites ondes de surface, donc sur la radiale et la verticale, donc on est comme ça par rapport à la direction de propagation qui est de moi vers l'écran, et bien cette rotation-là, en fait, nous donne de l'information sur la structure du sol. Et pour les autres types d'ondes, l'onde S, eh bien cette onde S que vous avez ici, qui arrive un petit peu avant d'ailleurs, comment dire, les ondes de Rayleigh, eh bien cette onde S va nous renseigner cette fois-ci sur les forces de cisaillement. Et donc tout ça, bah, ça peut être inversé. Et donc bah, il y a eu des efforts de la communauté pour inverser ces modèles. Donc une fois qu'on a la croûte, eh bien, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau et je reviens, d'accord? Une fois qu'on a la croûte, eh bien, on peut aller un peu plus profond. Et ça a été fait en allant chercher donc des ondes qui se propageaient dans le manteau. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est que si vous voulez, si on veut avoir, comment dire, une information sur la structure, il nous faut mesurer plus que la P et la S. Pourquoi? Parce que vous comprenez que si on a la P et la S, c'est-à-dire qu'on a deux données, eh bien, on ne peut guère calculer que le temps du séisme et puis les vitesses sismiques en supposant par exemple que les rapports des vitesses des ondes P sur le rapport des vitesses des ondes S est une constante. Donc avec deux temps d'arrivée, on ne peut pas faire grand-chose, on peut uniquement localiser le séisme, déterminer sa distance, déterminer le temps de la source quand on a un modèle de vitesse. Si on veut déterminer un modèle de vitesse, il faut qu'on aille chercher un peu plus loin. Et donc, on essaye de trouver soit des trajets différents. C'était le cas comment dire, c'est le cas de ce qu'on a fait dans la croûte. Donc, vous voyez que la première onde, elle arrive comme ceci. Et cette onde, en fait, elle va se convertir, se transformer en un autre type d'onde qui arrive un peu après. Donc ça, c'est l'onde directe, mais en fait, vous voyez, il y a des échos qui se trouvent après la première onde, et c'est en fait la différence de temps de propagation entre l'onde directe et les échos qui va nous donner
la profondeur de la discontinuité qui a généré ces échos. Dans le manteau, en fait, on va faire un petit peu la même chose. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de déterminer la différence de temps de propagation entre une onde directe, qu'on va appeler la P ou la S, suivant que c'est une onde de compression ou de cisaillement, et cette même onde, mais qui va rebondir soit une fois à la surface, soit deux fois. Donc vous voyez que plutôt que d'aller comme ceci directement, l'onde, elle peut rebondir ici, repartir et se retrouver ici. Cette onde, on va l'appeler une PP si c'est une onde P, une SS si c'est une onde S, alors que cette onde-là, c'est une P ou une S. On peut avoir même la même chose où on va avoir deux rebonds, c'est-à-dire on va avoir une P, P et P. Bien. Donc ça va être l'idée. Donc essayer d'aller chercher dans le signal quelque chose qui correspond à la SS, hein, c'est-à-dire cette onde que je viens de montrer ici. Alors, je passe un petit peu les mathématiques. Quand l'onde va arriver, comment dire, à la surface, elle va avoir sa phase qui va changer, donc il faut qu'on prenne en compte cet effet-là. Et une fois qu'on a pris en compte cet effet-là, donc on a pris l'onde S, et donc l'idée, c'est d'aller chercher derrière l'onde S s'il n'y a pas justement cette phase SS hein, qui s'y trouve. Et effectivement, vous voyez qu'ici, on est capable de la trouver à peu près à cet endroit-là. C'est-à-dire que la technique, c'est que j'ai pris mon onde S, j'ai fait l'application mathématique qui me permet de modéliser la réflexion au niveau de la surface. Et puis après, j'essaie de voir quand est-ce que ça match, entre guillemets. Donc, en anglais, on appelle ça du waveform matching. Et donc, quand ça match, ça veut dire que on a effectivement cette phase qui se trouve ici. Donc, du coup, je trouve ma phase SS et je vois que bah, ma phase SS, elle arrive 30 secondes après, comment dire, ma phase S. Et donc, du coup, bah, ça me donne le temps d'arrivée de la phase SS par rapport à la phase S. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez que la phase SS, elle se propage grosso modo à cette profondeur-là, alors que la phase S, elle se propage grosso modo à cette profondeur-là. Autrement dit, les deux ondes ne se propagent pas à la même profondeur, et le temps différentiel entre les deux nous permet de mesurer le gradient de vitesse entre ici et là. Et donc ça, c'est ce qui a été fait les premières fois avec un papier qui a été publié dans Science. Et puis par la suite, il y a eu d'autres papiers qui ont publié d'autres événements. Donc vous voyez, en 2021, on n'avait que 8 séismes pour faire ça. Et puis en 2022, on a 14 séismes, 17 séismes. Et puis aujourd'hui, on travaille sur une petite trentaine de séismes pour essayer de faire ces mesures-là. Et donc ça nous a permis en fait de faire des modèles de vitesse sismique dans le manteau, et où on voit en particulier que la vitesse des ondes S en fait diminue fortement quand on va en profondeur jusqu'à 500 km, et à partir de 500 km, on commence de nouveau à avoir une augmentation des vitesses avant de voir en fait des transitions qu'on pense être l'équivalent des transitions de phase à la base du manteau supérieur terrestre. Donc cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'asténosphère. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, la température augmente très fortement, et donc cette augmentation de température conduit à une diminution des vitesses. Et puis à partir de cette profondeur-là, on a une température qui augmente moins vite. Et donc ce faisant, en augmentant moins vite, en fait, on va avoir une variation de vitesse qui, cette fois-ci, dépend essentiellement de l'augmentation de pression. Et donc ça, c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous a permis pour la première fois de déterminer ce qu'on appelle la lithosphère thermique de Mars, c'est-à-dire cette partie du manteau d'une planète où la température croît linéairement avec la profondeur. Sur Terre, la lithosphère thermique, en fait, est typiquement de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Sur la Lune, on avait vu avec les missions Apollo que c'était typiquement quelque chose de l'ordre de 800 à 1000 km. Et sur Mars, on est un petit peu entre les deux.
entre 400 et 500 km. Mais ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est que quand vous avez ce gradient de température et que vous faites des hypothèses sur la conductivité thermique en fait du manteau, eh bien ça vous donne immédiatement le flux de chaleur. Et donc cette mesure en fait sismique nous a permis d'estimer comme ceci le flux de chaleur de Mars, qui est compris entre 20 et 25 milliwatts par mètre carré. Et donc ça, c'est une belle découverte. Pourquoi? Parce que on devait avoir sur la mission InSight une mesure de flux de chaleur. Elle n'a pas fonctionné et finalement on arrive par un moyen un peu détourné à faire de la mesure de flux de chaleur avec, comment dire, avec l'expérience de sismologie. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Il est 17 heures. Voilà, ok. Donc j'ai encore peut-être un petit quart d'heure. Et puis, bien, donc par la suite, hein, eh bien, une fois qu'on avait le manteau, on est allé un peu plus profond, et donc plus profond, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir si on n'avait pas des réflexions à la base du noyau. Alors, évidemment, c'est des phases qui sont toutes petites, hein, elles se propagent, il leur faut pas mal de distance pour se propager, donc elles vont se propager, et il se trouve que finalement, on a mis en évidence justement des ondes qu'on appelle des ondes SCS. Alors, je reviens un petit peu, c'est ces ondes-là que vous voyez sur cette figure qui se réfléchissent à la base du noyau et qui remontent. C'est des ondes de cisaillement qui sont complètement réfléchies parce que en fait, elles voient une transition entre un manteau solide et quelque chose de liquide. Et donc, on s'est dit, ce quelque chose de liquide, ça doit être le noyau. Et donc, ça, c'est le second papier de 2021 où on pensait que l'interface entre la partie solide et liquide de la planète une profondeur correspondant à un rayon de 1830 km, plus ou moins 40 km. Mais par la suite, on a eu des signaux qui étaient un peu contradictoires. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que ce noyau devait être très très gros, hein. Ce noyau, donc 1830 km, donc c'est quand même les gros noyaux planétaires qu'on imaginait au début de la mission, entre 1400 et 2000, donc on est vraiment dans la partie haute. Et du coup, ça veut dire que comme on connaît relativement la masse et le moment d'inertie de la planète, on devait mettre beaucoup d'éléments légers dans le noyau. Donc, c'était possible, mais il fallait mettre, en plus du soufre, il fallait mettre de l'hydrogène, de l'oxygène, donc pas mal d'éléments légers. Par la suite, on a eu par contre deux séismes qui nous ont dit qu'il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient. Pourquoi? Parce que ces séismes ont généré des ondes qu'on appelle des ondes SKS. Voilà. Et donc, du coup, ces ondes SKS voyaient un noyau qui n'était pas tout à fait le même, donc avec déjà un rayon qui était un peu plus faible que celui d'avant. Donc, on commençait à avoir un certain doute. Et par la suite, on a eu la chance d'avoir des impacts, et je vais vous expliquer pourquoi ces impacts ont un petit peu tout changé. Donc les impacts, c'est très intéressant en sismologie. Pourquoi? Parce que sur Mars, en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors évidemment, c'est une vue imagée, on n'a pas eu d'impact aussi proche de nous, mais les impacts, en fait, que vous allez peut-être entendre ici. Voilà, donc ces impacts, en fait, on en a eu plusieurs, des impacts qui étaient proches de nous, où vous avez la P, vous avez la S, et puis là, vous avez trois phases acoustiques qui se propagent, qui sont liées en fait à l'explosion de l'impacteur au niveau du sol, et d'autres effets comme l'onde de choc lors de la rentrée de l'impacteur. Ça, c'est des choses qu'on peut voir quand l'impact a lieu à une petite centaine de kilomètres, qui était très intéressant. Et donc ces impacts, en fait, eh bien, ont l'intérêt
de marquer le sol. Et effectivement, ici, vous avez une photo du sol de Mars avant l'impact. Là, vous avez la photo du sol de Mars après l'impact. Et puis, on voit donc du coup très précisément sur l'exemple que je viens de vous montrer que ben, il y a trois impacteurs qui sont arrivés. Et en fait, ce signal un peu compliqué que vous avez ici avec trois pulses acoustiques, c'est le premier, c'est l'onde de choc qui rentre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, vers 100 km d'altitude, 50 km d'altitude, l'impacteur s'est cassé à cause des forces de frottement de l'atmosphère. Et puis ensuite, il a explosé au niveau du sol. Mais vous voyez, le point important, c'est que on a, à cause de la présence du cratère qui est formé, une position exacte du séisme, de la source sismique. Et un peu plus tard, on a eu donc le jour de Noël 2021, on a eu, donc après la publication des premiers articles sur la taille du noyau, on a eu, comment dire, la surprise d'avoir un énorme séisme de magnitude 4, qui fait beaucoup de bruit, vous allez voir. Donc voilà les données sonifiées en fait du séisme. Et ce séisme, en fait, quand on a regardé la zone où le séisme avait eu lieu, on a découvert cet énorme cratère d'impact. Donc vous voyez, là vous allez voir vraiment le cratère apparaître. Là vous voyez qu'il n'y a rien. Et puis en fait le voilà ce cratère-là. Et c'est un cratère qui est énorme, qui fait 150 mètres de diamètre, qui correspond à une explosion de surface de l'ordre d'un tiers à peu près Hiroshima, avec donc ces traces de l'explosion qui sont très visibles à la surface de la planète. Et donc ce gros impact était très très loin, était assez loin, et donc a envoyé des ondes qui se sont propagées à l'interface entre le noyau et le manteau. Et ces ondes qui se sont propagées ne collaient pas du tout avec les modèles en fait de noyaux qu'on avait proposés en 2021. Et pourquoi? Parce que en fait, ces ondes arrivaient un peu tardivement. Et du coup, ça nous a mis le doigt sur un problème de nos modèles, c'est-à-dire que pour toute la partie superficielle, ça semblait être bon, mais au niveau entre l'interface du manteau et du noyau, il y a quelque chose de bizarre qui se passait, c'est-à-dire que les vitesses qu'on avait à cet endroit-là ne pouvaient pas être celles du manteau, elles devaient être plus faibles, mais néanmoins correspondent à des matériaux liquides. Et donc, du coup, on a proposé un nouveau modèle de structure de Mars où, à la base, comment dire, du manteau, on propose qu'il y a une centaine de kilomètres, vous voyez à peu près ici, une centaine de kilomètres en fait de manteau fondu euh, qui en fait joue un effet de piège pour ces ondes. C'est-à-dire que vu de dessus, l'interface entre le manteau solide et la partie liquide n'est pas l'interface entre le manteau et le noyau, mais c'est l'interface entre le manteau solide et le manteau liquide. Et donc du coup, ça permet de réconcilier à peu près tout, c'est-à-dire que le manteau n'est pas si gros que ça, il fait 100 km de moins. Cette partie-là a des vitesses qui sont plus faibles et du coup, ça me permet d'expliquer un petit peu toutes nos données. Et donc, je vais conclure. Donc, avant la mission, on était dans cette logique-là avec beaucoup de points d'interrogation. Jusqu'en 2021-2022, on pensait que Mars était comme ça, donc avec un assez gros noyau. Ici, attention, c'est la profondeur, c'est pas le rayon, avec une croûte basaltique qui fait une quarantaine de kilomètres. Et maintenant, en fait, on est un petit peu revu, on a revu tout ça. Et donc, on pense que la structure de Mars est à peu près celle-là, c'est-à-dire on a une croûte basaltique qui fait à peu près 40 km d'épaisseur sous InSight, un manteau solide à la base de laquelle on a une première discontinuité, mais ce n'est pas la discontinuité entre le manteau supérieur et le manteau inférieur terrestre, mais c'est les discontinuités de 400 km, à peu près leur équivalent. Et on arrive vers 1610 km de profondeur à une zone qui est partiellement fondue, qui fait quelques dizaines de kilomètres, surplombant en fait un manteau liquide complètement fondu,
et enfin un noyau liquide. D'où vient ce manteau liquide? A priori, les modèles là, qui ont été développés par Henri Samuel, qui travaille à l'IPG, là, qui est le chercheur de l'équipe qui a proposé ce nouveau modèle de structure du manteau. L'idée, c'est que lorsque Mars s'est formé et qu'il y avait peut-être un océan de magma, eh bien, la partie centrale de l'océan de magma s'est enrichie en éléments radioactifs, hein, étant plus lourde que le reste du manteau, est tombée à la base du manteau, et par la suite, hein, les éléments radioactifs ont maintenu une température suffisamment élevée pour maintenir ce manteau en fusion, qui est encore présent aujourd'hui, donc à la base du manteau. Voilà, donc c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'on a finalement répondu à toutes nos questions, toutes les questions de, comment dire, du tableau que je vous avais montré au début. Et si vous voulez aller voir un peu plus en détail tous les résultats, eh bien vous avez les références qui se trouvent ici. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe pour cette riche présentation. Et effectivement, en fait, on a beaucoup appris sur la structure interne de la planète Mars. Si tu veux bien, je te pose des questions qui ont été posées au fur et à mesure. La première, alors la prochaine mission sur Mars embarquera-t-elle un seul ou plusieurs sismomètres? Puisque maintenant vous avez l'expérience d'un sismomètre, est-ce qu'il est pertinent de poser plusieurs sismomètres ou est-ce qu'un seul sismomètre fonctionnerait sur un plus long terme, pourrait apporter encore plus d'informations? Alors, j'aimerais vous répondre que oui, il y a d'autres missions qui vont certainement se poser sur Mars avec certainement des sismomètres, mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre à oui. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux sur Mars? L'état des lieux sur Mars, c'est que la seule mission qui aujourd'hui est prévue vers Mars avec un sismomètre était, le sismomètre se trouvait dans l'atterrisseur russe de la mission ExoMars, qui a été annulé par l'Agence spatiale européenne avec la collaboration avec l'Agence spatiale européenne, et la Russie a été annulée. Et donc, aujourd'hui, il n'y a officiellement plus de mission vers Mars ayant à bord un sismomètre qui soit, comment dire, prévu. Donc, l'Europe va relancer vers Mars à la fin des années 2020 une mission ExoMars, qui sera uniquement le rover en fait européen de la mission ExoMars il y a 2 ans. Je ne suis pas au courant de quelque effort que ce soit de la Russie pour lancer vers Mars le dit atterrisseur qui, entre-temps d'ailleurs, est séquestré, si j'ai bien compris, en Italie, parce que voilà, l'Agence spatiale européenne n'a pas rendu l'atterrisseur de vol aux Russes. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de mission vers Mars avec un sismomètre, que ça soit un ou plusieurs. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, peut-on faire de la cryosismologie sur Mars? Est-ce que ça a du sens? Alors, ça aurait sûrement du sens pour plusieurs raisons. C'est qu'on sait qu'au pôle sud, au pôle nord, on sait qu'au pôle, on a des calottes de glace. Alors, c'est de la glace CO2 et de la glace, donc de la glace de dioxyde de carbone. Donc, on sait qu'on a des calottes, on sait que ces calottes sont actives, on sait qu'on a des avalanches. Donc, il est fort probable qu'on a aussi des mouvements de calottes. Et donc, on pourrait très bien imaginer faire, comment dire, de la sismologie basée sur des événements glaciaires ou des événements sur les calottes. L'inconvénient, c'est que Mars est quand même une grosse planète, et c'est des petits événements, et donc il faudrait avoir des sismomètres qui soient déployés pas très très loin du pôle sud ou du pôle nord, avec l'inconvénient que du coup, euh, c'est difficile d'avoir des stations qui vont survivre. Donc InSight était près de l'équateur justement pour bénéficier de conditions de température et d'éclairage plus meilleures qu'au pôle. Je rappelle que Mars étant une planète qui a un axe de rotation qui est incliné, donc Mars a un cercle polaire
je veux dire, et il y a une nuit, je veux dire, éternelle durant l'hiver dans les pôles martiens. Merci beaucoup. Alors, Rodolphe, on vous partagera le nom des artistes parce que Rodolphe nous dit qu'on nous demande souvent des vues d'artistes, mais ne nous donne jamais les noms. Donc, on vous partagerait les noms. Alors, Patrick, en général, vous voyez, vue d'artiste, hein, oui, c'est il y a indiqué, hein. Voilà. Donc, en général, dans ma présentation, vous voyez ici, vous avez Monchu. Hein. Donc, en fait, non, 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 les noms d'articles sont indiqués dans les figures, de la même façon que les premiers auteurs des articles. Mais sauf qu'il se trouve qu'en général, la façon dont on indique ça, c'est plutôt avec du copyright que un nom et une référence d'article. Merci beaucoup. Patrick nous parle, alors nous dit, je crois qu'un nouveau sismomètre sur la Lune est envisagé. Alors oui, tout à fait. Donc ce qui se passe, alors il n'est pas si nouveau que ça, mais ce qui se passe, bon, ça dépend pour qui. Euh, en gros, la communauté sismologique a plutôt mis ses efforts vers la Lune plutôt que de repartir vers Mars. Alors pourquoi ça? Parce que sur Mars aujourd'hui, l'enjeu c'est de faire une mission de retour d'échantillons et c'est ça qui anime l'essentiel des efforts de la NASA et de l'ESA et ça va occuper le terrain, si je puis dire, entre guillemets, jusqu'à 2030. Après 2030, il y aura peut-être des missions, il y aura peut-être des nouveaux projets qui vont proposer de faire de la sismologie vers Mars. Mais, mais avant 2030, c'est peu probable. Alors que justement, vers la Lune, il y a tout plein de missions qui sont prévues. Et donc, la première mission qui va faire de la sismologie sur la Lune, donc c'est une mission qui s'appelle Farsight Seismic Suite, hein, pour lequel l'IPG, où je travaille, donc, a collaboré avec le Jet Propulsion Laboratory. Et en fait, on va tout simplement faire voler les capteurs de rechange, un des capteurs de rechange d'InSight. Donc, on a un capteur donc, qui va voler vers la Lune, qui est le capteur de rechange d'InSight, et on utilise un seul capteur, donc on va avoir un sismomètre vertical, et on va lui rajouter 3 capteurs courte période, qui sont aussi des capteurs très très proches d'InSight. Donc ça, c'est l'effort américano-français du projet Farsight Seismic Suite. La Chine prévoit d'avoir un sismomètre sur sa mission Chang'e 7, et donc, à la fois FSS et Chang'e 7 vont être lancés entre 2026 et 2027. Et on va continuer, la communauté scientifique, à essayer de convaincre nos agences pour rajouter d'autres stations, en particulier dans le cadre du programme Artemis. Donc peut-être que là, avant 2030, on aura un petit réseau de 2, voire 3, 4 stations sur la Lune. Et enfin, pour mémoire, récemment, l'Inde s'est posée sur la Lune avec un atterrisseur qui a fonctionné pendant 2 semaines, c'est-à-dire un jour lunaire, à bord duquel se trouvaient des capteurs, des accéléromètres très courte période qui ont mesuré essentiellement, je pense, des craquements du sol et pas vraiment de séisme parce qu'ils n'avaient pas une sensibilité suffisante. Mais il y a tout un effort en Inde justement pour commencer à faire de la science lunaire. Ils ont très très bien réussi leur première mission. Hein, et pour info, hein, l'Europe s'est toujours pas posée sur la Lune, donc chapeau bas, messieurs les Indiens. Et évidemment, ben, on peut imaginer que pour la prochaine mission indienne, il y aura peut-être des capteurs sismiques un peu plus performants. Merci beaucoup. Alors, là, c'est Adeline qui demande conseil. On parle de sismologie avec nos élèves, surtout pour détecter des séismes, mais ne devrions-nous pas accentuer notre enseignement sur les informations qu'apporte la sismologie fondamentale à la compréhension de la formation de la planète et de sa structure? Ah ben, je pense que c'est une bonne question, mais ce qui se passe, c'est que il y a cette tendance à, on va dire, il y a cette tendance, peut-être même dans vos livres d'école, hein, d'école, de collège ou de lycée,
Mais disons que les grandes structures de la Terre, c'est-à-dire le noyau, le manteau, la graine, elles ont toutes été découvertes par la sismologie. Elles ont été découvertes par la sismologie au début du siècle. Morovici, c'est 1910. Oldham qui découvre le noyau, c'est 1906. Et Inge Lehmann qui découvre la graine, c'est 1936. Bon, entre-temps, bah, c'est devenu un petit peu évident que la Terre a une graine, un manteau, un noyau externe, mais on a un peu oublié que effectivement c'était la sismologie qui avait vu ça. Alors là, on redécouvre ceci sur Mars parce que ben, c'est la première fois qu'on y va. Mais oui, effectivement, la sismologie a deux objectifs: mieux connaître les sources. Et donc ça, c'est très utile pour ben, mieux connaître les séismes, mais aussi savoir si des pays non amicaux ou alors des pays qui souhaitent développer des bombes nucléaires, hein, ben, les testent à tel ou tel endroit. Bon, ça, c'est une partie de la sismologie. Et puis l'autre partie de la sismologie, c'est ni plus ni moins de radiographier une planète avec des ondes sismiques. Merci beaucoup. Une question de Fanny. Tout comme la base du manteau, est-il envisageable que le noyau présente plusieurs phases? Alors, des phases liquides, donc d'abord, ce qui se passe, c'est que ben, le noyau, il est déjà liquide, donc il pourrait que être a priori solide en son centre, comme sur Terre, mais ça paraît peu probable. Pourquoi? Parce que, euh, en gros, alors c'est bizarre, parce que ça paraît peu probable pour Mars, par contre, ça paraît quasi certain sur la Lune. Je m'explique. Sur Mars, ce qui se passe, c'est que la pression, en fait, la température de Mars est trop élevée, si vous voulez, et la pression n'est pas assez forte pour cristalliser une graine solide au centre du noyau de Mars. Et donc, d'un point de vue thermodynamique, la température que nous connaissons, qu'on estime à la base du noyau, en haut du noyau, comment dire, martien, et la gravité de Mars nous suggère que thermodynamiquement, on n'a pas besoin d'avoir. Donc, ce n'est pas une certitude parce qu'on n'a pas d'onde qui soit allée par là, mais disons que d'un point de vue thermodynamique, ça n'est pas nécessaire. Par contre, à l'inverse, sur la Lune, on sait qu'on a un noyau liquide à la base du manteau. Et au passage, on sait aussi qu'on a de la fusion partielle, un petit peu comme sur Mars. Et puis certains pensent qu'on a peut-être même de la fusion totale à la base du manteau. Donc on a peut-être aussi une sorte de structure très très proche de celle de Mars. Autrement dit, la Lune pourrait être relativement proche de la structure de Mars. Par contre, cette fois-ci, ce qui se passe, c'est qu'on sait que la température, comment dire, à cet endroit-là de la Lune est suffisamment faible pour qu'on ne puisse pas éviter la cristallisation d'une graine. Et donc, sur la Lune, on doit avoir dans le noyau, en fait, une graine solide. Le problème, encore une fois, c'est que cette graine solide, il y a des petites phases sismiques qui la suggèrent, mais c'est assez bruité et ça sera un des objectifs des prochaines missions de sismologie lunaire, d'avoir une meilleure caractérisation, en fait, de la partie profonde de la Lune. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt dans la logique où la Terre a une graine solide, la Lune devrait avoir une graine solide, Mars n'a pas de graine solide. Par contre, Mars a sûrement une base du manteau qui est liquide, la Lune pourrait en avoir une et la Terre n'en a pas. Donc tout Merci ça beaucoup. pour dire qu'il n'y a pas de règle générale et donc chaque planète, vous voyez, est finalement assez différente de l'autre. Alors, une question de Romain. Envisage-t-on des missions vers d'autres astres du système solaire, Vénus, Mercure, Io? J'aurais bien aimé proposer les géantes gazeuses, mais techniquement, ça ne doit pas être possible. Bah, c'est une très bonne question. Alors donc en sismologie, il y a une mission donc, qui est prévue, qui va être lancée en 2027 hein, et qui va aller vers Titan et qui sera équipée d'un sismomètre. C'est une mission de la NASA qui s'appelle Dragonfly.
Donc, il y a un projet de la NASA qui s'appelle Europa Lander. Donc, comme son nom l'indique, c'est un atterrisseur pour Europe, une des grosses lunes en fait de Jupiter, qui devrait être aussi équipée d'un sismomètre. Alors, quel est l'objectif de la sismologie dans ces missions-là? C'est essentiellement de déterminer l'épaisseur de la croûte. Alors, ces satellites de glace, en fait, ont une croûte de glace qui recouvre un océan de liquide. Le même principe de la SCS qui était réfléchi à la base, comment dire, du manteau quand il voyait le noyau liquide, eh bien, on va avoir cette fois-ci des phases de cisaillement qui vont être réfléchies à la base de la croûte solide quand ils vont voir l'océan liquide. Donc, la première réponse, c'est que Titan, c'est en cours, lancement 2026-27, plutôt 27. Europa, dès que la NASA aura le financement pour faire son Europa Lander, qui est une mission qui est vraiment très très poussée par la communauté américaine, il y aura un lander et il y aura un sismomètre dedans. Les autres, les planètes géantes. Alors, les planètes géantes, ce qui est intéressant, c'est que sur Jupiter, on peut commencer à faire de la sismologie en regardant Jupiter depuis la Terre avec des télescopes. Et on s'aperçoit en fait qu'en permanence, Jupiter oscille. C'est une technique qu'on appelle un peu basée sur ce qu'on appelle l'astérosismologie, donc la sismologie des étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire quasiment depuis la Terre, qui est un petit peu compliqué néanmoins depuis la Terre. Ça serait mieux de le faire depuis l'espace, mais ça se fait quand même un petit peu depuis la Terre. Et enfin, dernière partie de ma réponse, Vénus. Vénus est compliqué. Pourquoi? Parce que la surface de Vénus est très chaude. On a une température de 450 degrés. Donc du coup, c'est tellement chaud que c'est quasi invivable pour des sondes spatiales. Et des collègues à Supaéro, à Toulouse, réfléchissent à faire de la sismologie à partir de capteurs de pression. Et les capteurs de pression seraient dans des ballons. Donc, ça serait des ballons qui circuleraient dans l'atmosphère de Vénus et qui écouteraient les sons qui sont générés par l'activité sismique de Vénus. Tout simplement parce que quand les ondes vont arriver à la surface, eh bien, elles vont faire vibrer la surface et ces vibrations de la surface vont se propager dans l'atmosphère sous forme de son. Voilà, mais là, il y a encore une fois, c'est des idées, donc des efforts dans des labos, mais il n'y a pas de mission aujourd'hui qui soit concrétisée et qui soit prévue pour Vénus. Donc déjà, vous voyez, euh, en conclusion, on va avoir des missions pour faire de la sismologie sur la Lune, qui sont décidées. On va avoir une mission décidée qui va être lancée vers Titan. On devrait avoir une mission qui va faire de la sismologie sur Europe. Et puis, on peut faire de la sismologie de Jupiter depuis la Terre. Donc, ça fait déjà pas mal de planètes, en plus que Mars, la Lune et la Terre. Encore une question. Est-ce que la tomographie sismique est envisageable, notamment au niveau du fossé de Cerbère, afin d'en connaître un peu plus sur cette tectonique de points chauds? Alors, ça pourrait être une très bonne idée d'une nouvelle mission, une mission qui serait focalisée sur Cerberus Fossé, et dont l'objectif serait de déployer un petit réseau de capteurs sismiques autour de Cerberus Fossé. Et là, évidemment, on pourrait faire ainsi, comment dire, de la tomographie sismique et voir un petit peu plus, est-ce qu'il y a vraiment un panache dans le, comment dire, est-ce qu'il y a un panache, je veux dire, dans cette région-là. Mais aujourd'hui, évidemment, malheureusement, avec une seule station sur Mars, donc les données de la mission InSat, on n'est pas capable de faire cette tomographie sismique. Très bien. Je crois que nous avons fait le tour des questions, Philippe. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous apprécié énormément ta prestation, ta présentation. Voilà, un grand merci de Rémi. Voilà. Merci Donc le point important, c'est si vous allez sur le site web en fait du projet. Alors je sais pas où est-ce qu'on écrit ça. sur le discussion, Voilà. tu as une discussion publique. Voilà, tu peux rajouter.
Voilà, donc si vous allez sur ce site web, ben, vous trouverez en fait des explications sur le projet, il y a toute une liste des publications. Et je rappelle aussi que toutes les données sont disponibles donc via Sismo à l'école. Donc ça, Fatima pourra vous renseigner sur l'accès aux données. Et le dernier article dont j'ai parlé là, donc avec cette structure, comment dire, dans le noyau, ben, si vous allez sur Nature, en fait, il est en open access. Et donc, du coup, je veux dire, il est aussi tout à fait disponible. Super, merci beaucoup.